Bonjour et bienvenue pour cette table ronde sur l'articulation entre une dynamique d'animation départementale ou régionale et un projet local. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Suzy Chevet, je suis chef de projet cité éducative à la NCT. Je vais avoir le plaisir de modérer notamment le chat de cette table ronde. Mais la personne qui va l'animer, c'est Jérôme Jardry, qui est conseiller en politiques éducatives en Île-de-France, placé auprès du préfet de région et coordinateur des cités éducatives franciliennes. Donc, je vais laisser Jérôme prendre la main sur cette table ronde. Bienvenue à tous. Merci Sucy, bonjour à toutes et à tous. À nos côtés, Nathalie Le Guignou, qui est conseillère technique du recteur d'Aix-Marseille, chargée de la coordination des cités éducatives de l'Académie d'Aix-Marseille, et Morgane Petit, directrice du Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France. Peut-être replacer la problématique de cette table ronde. La démarche des cités éducatives part d'un diagnostic à partir duquel un projet local doit être mis en œuvre sur les territoires. Mais dans la plupart des départements, des académies ou des régions, une coordination supraterritoriale s'est mise en place. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ces échelles différentes dans le titre, puisque il y a une très grande diversité de mise en œuvre sur le territoire national, avec soit quelque chose qui se pratique au niveau départemental, soit au niveau académique dans la politique de l'éducation prioritaire à la main des recteurs, ou au niveau régional, comme en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France par exemple. En outre, des centres de ressources politiques de la ville illustrent l'une des possibilités d'un accompagnement des cités éducatives sur le terrain, avec une organisation régionale, interdépartementale comme en Île-de-France, et même interrégionale. L'un des enjeux de cette coordination supraterritoriale, si vous nous permettez cette expression, réside dans la gestion de l'extension du programme des cités éducatives tel que nous le voyons aujourd'hui, avec les nouvelles cités éducatives qui vont apparaître, donc, et l'accroissement de leur nombre, ce qui nécessite sans doute parfois, sur certains territoires, de rationaliser l'accompagnement des pilotes au niveau départemental ou académique. En outre, la coordination est aussi nécessaire pour suivre les projets, en avoir une supervision et peut-être une régulation. Alors, je pense qu'il y aura des temps pour des questions que Suzy nous transmettra sur le chat à certains moments. Donc, on s'interrompra à certains moments pour prendre les questions du chat. Mais avant tout, je vais donner la parole à mes collègues, Nathalie et Morgane. Nathalie, d'abord, je vous propose de nous présenter votre rôle et puis la spécificité de votre organisation territoriale. Merci Jérôme pour cette présentation et cette parole donnée. Donc, Nathalie Le Guignou, conseillère technique du recteur en politiques éducatives et en charge effectivement du suivi de la coordination des cités éducatives de l'Académie d'Aix-Marseille. J'y consacre une très grande partie de mon temps, pour ne pas dire quasiment à 100%. Donc, j'ai pour bien sûr, fait un certain nombre d'autres missions. Voilà. Donc, dans la première vague des cités éducatives sur l'Académie d'Aix-Marseille, nous avions obtenu 3 cités éducatives sur la ville même de Marseille. C'est une spécificité importante, que c'était la seule ville dans ce cas-là, et qui a entraîné une organisation particulière sur laquelle je reviendrai. Et puis, une cité éducative sur la commune de Port-de-Bouillon. Et pour la deuxième vague sont normalement attendues la labellisation de 2 nouvelles cités éducatives dans les Bouches-du-Rhône pour les communes de Masse et de Vitrolles, et dans le 84 pour Carpentras. En fait, nous avons tous pris en marquant et sur les collectives une organisation choisie. Cité éducative de Marseille, comme nous avions 3 cités, il nous fallait aussi trouver un fonctionnement transversal, ayant bien sûr ces spécificités. Il fallait que nous puissions, d'un point de vue de notre travail avec la commune, avoir ce regard transversal. C'est ce qui a généré au départ notre organisation. Donc, pour le faire de façon un petit peu schématique, nous souhaitons impérativement que les projets émanent vraiment des territoires, que nous soyons sur quelque chose d'ascendant et non pas du tout sur quelque chose de descendant qui aurait indiqué aux équipes comment faire.
Donc, on est un peu organisé comme une fusée à 3 étages. On a une équipe projet territoriale avec la Troïka ou le Quatuor quand il y a la métropole qui est attendue. Puis, on a un niveau donc pour chacune des cités éducatives. Puis, on a un COTEC qui est transversal au département des Bouches-du-Rhône, qui est composé des mêmes éléments, des mêmes institutions, plus ou moins élargies selon les réunions, mais vraiment qui travaille au niveau de l'ensemble des cités. Puis enfin le COPIL qui, lui, questionne, demande et valide les propositions qui sont faites lorsqu'elles arrivent jusqu'à lui. Donc si on a bien travaillé avec nos équipes projets territoriales, les COPIL se déroulent de façon extrêmement fluide puisque la présentation est à la fois claire, cohérente et que ils adhèrent au projet que se fixe l'équipe territoriale. Mais on essaie bien sûr de ne pas rester du tout, quand je dis c'est pas ascendant contre quelque chose de descendant, ça part du terrain, mais ensuite c'est un mouvement en quelque sorte circulaire qui s'installe dans un travail constant d'aller-retour entre l'équipe projet territorial, le COTEC, le COPIL, l'équipe projet territorial, le COTEC, le COPIL, voilà lesquels nous nous sommes organisés. Par ailleurs, nous nous faisons accompagner dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage par Cité Ressources, qui est un groupe, un bureau d'études spécialiste des politiques de la ville, qui travaille d'ailleurs très largement avec notre SGAR, mais aussi au national. Ils nous accompagnent, alors par exemple pour les nouvelles cités éducatives, pour toute la phase de concertation. Ils ont été vraiment remarquables dans la gestion de l'organisation numérique de ces concertations qui ont amené près de 130 personnes à communiquer tout en visioconférence avec des parents d'élèves, conseils citoyens, pas seulement du tout les institutions, avec une prise de notes qui a donné lieu à plus de dizaines de pages de prise de notes, puis une synthèse d'une quinzaine de pages. Mais ils nous accompagnent aussi pour la première vague, et je pense qu'ils le feront aussi pour la suivante, pour tout ce qui est le suivi et l'évaluation. Donc ça veut dire que la cité éducative, dans les orientations chaque cité éducative, dans les orientations qu'elle se donne, consacre volontairement une partie de son budget au suivi et à l'évaluation et à la communication. Et ça, tout au long cours. Donc, dans chaque cité éducative, nous avons un groupe de travail constitué de l'ensemble des institutions, mais aussi des parents, des conseils citoyens, des associations, des centres sociaux. Et tous, avec chacun notre regard, nous travaillons à ce suivi et à l'évaluation. Projet par projet, bien sûr, mais pas seulement, puisqu'on va aussi aller sur de l'étude d'impact, d'une part, et aussi sur l'observation et l'évaluation de la gouvernance à chaque étage de la fusée et aussi dans ce mouvement circulaire. Donc, ce que nous a appris l'expérience de notre marche collective dans cette belle démarche des cités éducatives, c'est la question du suivi, de l'évaluation et des ressources humaines, du ressort qu'on y met est absolument crucial si on veut sortir du schéma plus classique de la programmation politique de la ville. Voilà. Merci Nathalie. Je retiens que la coordination ne renonce pas à un travail donc centré sur le local et qui fait émerger des projets avec une démarche collective pour le suivi de ces projets et des actions qui sont menées sur le terrain. Morgane Petit, de votre côté, dans la démarche des centres de ressources politiques de la ville, quel est votre rôle et comment vous voyez ce rôle de coordination ? Bonjour à tous. Merci Jérôme de me donner la parole. Donc effectivement, je représente à la fois l'IREV, dont je suis directrice, donc Centre de ressources politiques de la ville de France, mais aussi le réseau national des centres de ressources politiques de la ville, dont Cité Ressources qui vient d'être évoqué en PACA fait partie. Donc sur les Hauts-de-France, l'IREV était évidemment particulièrement concernée par le démarrage des cités éducatives. Nous avions 13 cités éducatives labellisées, et donc dans notre rôle de centre de ressources politiques de la ville, qui consiste à animer les réseaux de professionnels, les qualifier ensemble pour progresser en matière
de mise en œuvre de l'action publique en faveur des quartiers et des habitants les plus en difficulté, il nous est apparu très vite évident qu'il fallait que nous inscrivions les cités éducatives comme une priorité d'intervention de notre programme. Donc nous avions imaginé initialement un tour des cités éducatives, donc une série de journées régionales accueillies à tour de rôle par chaque cité éducative de notre région. Ça ne vous a pas échappé, ce tour devait démarrer en 2020, donc ça ne vous a pas échappé que la crise sanitaire nous a imposé de revoir nos modalités d'intervention. Et puis la nouvelle vague de cités éducatives qui concerne là aussi particulièrement les Hauts-de-France avec 8 nouvelles cités nous a aussi imposé de revoir nos modalités. Pour autant, nous continuons donc des actions plutôt aujourd'hui en dématérialisé, permettant à la fois d'accompagner les nouvelles cités éducatives en voie de labellisation et progressivement de les faire se rejoindre dans une animation de réseau globale pour les 21 cités, permettant d'ores et déjà d'échanger autour des premiers enseignements à tirer, des éléments en termes d'organisation professionnelle, d'organisation locale par exemple, mais l'ensemble des centres de ressources, donc, comme je le disais, qui sont concernés par les cités éducatives sur leur territoire d'intervention, ont commencé à déployer depuis le démarrage du programme des actions du même ordre, alors qu'il s'agisse là aussi d'animation de réseau à l'échelle régionale, parfois interdépartementale effectivement lorsque le territoire d'implantation le requiert, comme en Île-de-France, parfois en interrégion, puisque le nombre de cités n'était pas forcément suffisant pour atteindre un seuil critique qui soit aussi ressourçants pour les acteurs. Donc c'est le cas dans l'Ouest, par exemple, les 3 centres de ressources de Normandie, du centre Val-de-Loire, Bretagne, Pays de Loire, se sont associés pour proposer une animation de réseau interrégionale. Et là, évidemment, la visioconférence est tout à fait intéressante. Mais les centres de ressources interviennent aussi, comme on l'a pu l'entendre par la voix de Nathalie, en accompagnement local, parfois directement, effectivement, comme un bureau d'études, ou de manière plus ponctuelle, en faisant des liens également avec leurs autres missions et leurs autres interventions. Merci Morgane. Cette animation des réseaux professionnels est très importante dans la mesure où vous êtes au plus près des équipes. Ce qu'on a vu aussi dans avec les centres de ressources politiques de la ville, c'est que la crise sanitaire et le confinement a suscité finalement de nouvelles pratiques et on n'a pas renoncé à cet accompagnement des équipes sur le terrain. Pour l'Île-de-France et pour la coordination régionale que je représente, on a une bonne représentation justement de l'articulation entre ces différents niveaux qui ont été évoqués, entre le département, le local, entre l'académie et la région académique. Le niveau départemental, pour nous, est le niveau immédiatement opérationnel, où les DAZEN et les PEDEC sont aux manettes pour une organisation locale harmonisée. Le niveau académique est celui d'une stratégie de l'éducation prioritaire que les recteurs mettent sur chacun de leurs territoires, dans les 3 académies d'Île-de-France. Et enfin, le niveau régional permet d'avoir une supervision sur 32 cités éducatives désormais en Île-de-France, donc la première région de France en termes de cités éducatives, et avec un travail sur les problématiques transversales qui sont portées par les financements du BOP 147, donc des jumelages culturels par exemple, les cordées de la réussite, mais également les questions d'insertion, le programme régional d'insertion des jeunes, avec l'articulation de la coordination des cités éducatives à une mission ville qui est placée au niveau régional et qui permet de travailler sur l'ensemble de ces problématiques. Donc on a une assez bonne supervision sur ces sujets, et l'enjeu c'est peut-être de clarifier ces différents niveaux afin qu'il n'y ait pas trop de confusion. Je vois une plus-value donc dans la coordination supra-territoriale, celle d'encourager les cités éducatives à investir des problématiques transversales, comme la santé, la lutte contre la grande pauvreté, l'insertion, etc. Nathalie et Morgane, comment est-ce que vous voyez de votre côté la plus-value de l'échelon où vous intervenez ?
Morgane, tu veux commencer? Merci Nathalie. Comme vous le disiez Jérôme, effectivement, il y a une vraie plus-value à pouvoir embrasser des thématiques transverses et aussi mieux saisir les moyens disponibles par ailleurs, les moyens de droit commun, ce que vous évoquiez, le plan pauvreté par exemple, le plan aujourd'hui Un jeune, une solution qui doit particulièrement concerner les jeunes bénéficiaires de la cité éducative. Il s'agit évidemment de notre point de vue de centre de ressources politique de la ville de mieux faire se connecter la cité éducative avec le contrat de ville en tant que stratégie d'agglomération visant à avoir une approche globale des quartiers politiques de la ville et donc forcément des quartiers concernés par la cité. Cette inscription au sein du pleine et entière au sein du contrat de ville, elle reste encore à faire dans beaucoup de territoires. Ça n'est un scoop pour personne, même si évidemment il y a des progrès. Cela doit permettre à la fois de mobiliser les partenaires signataires des contrats de ville, parce que les contrats signés en 2015 ont quand même rassemblé un grand nombre de partenaires institutionnels, mais aussi de mieux mobiliser les partenaires locaux, souvent appelés opérateurs, les associations locales en particulier, qui sont les plus à même de faire le lien avec les parents, les jeunes bénéficiaires. Donc ça nous paraît vraiment essentiel de pouvoir mieux accrocher ces cités éducatives au contrat de ville. Mais nous avons pu également initier, par exemple, dans cette approche régionale, la mobilisation du conseil régional. C'est le cas, en l'occurrence, en Hauts-de-France. Nous organisions il y a quelques semaines une rencontre des cités éducatives permettant à la région Hauts-de-France de préciser la façon dont elle allait s'organiser effectivement en faveur de ces cités, de porter à connaissance de l'ensemble des acteurs les différentes mesures existantes, de droit commun ou spécifiques, puisque la région intervient également en faveur des quartiers avec des crédits spécifiques, pour vraiment favoriser une meilleure connaissance, un meilleur panorama des moyens disponibles, des mesures disponibles et faciliter leur mobilisation au sein des cités. Voilà rapidement ce qui me paraît être intéressant dans une dimension régionale, à la fois mobilisation institutionnelle et puis garantir l'aller vers les publics en mobilisant au mieux les opérateurs et les partenaires locaux disponibles. Merci Morgane. Alors, je ne peux qu'adhérer à ce que Jérôme et vous venez de dire. Peut-être l'intérêt aussi d'une dimension régionale et d'être en mesure de faire remonter au niveau national de façon plus claire et cohérente, peut-être plus prégnante, plus forte aussi, les chemins vers lesquels nous pourrions aller, les aides que pourraient nous apporter dans leur organisation interministérielle, nos différents ministres de la santé a été évoqué par exemple. Merci Morgane et Nathalie. Suzy, je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Oui, on a une petite question sur le chat. Une grande question. C'est pour Madame Le Guignou de la part de Madame Tobati qui s'interroge notamment sur les comités de pilotage. Enfin, le COPIL est-il départemental ou sur la ville ou pour chaque cité? Une petite précision notamment sur votre intervention. Alors, en ce qui concerne les cités, les cités marseillaises, un COTEC et un pour chacune des cités des autres communes. Voilà, ce n'est pas un COPIL départemental. D'accord. Merci. Donc moi j'étais un petit peu coupé. Nathalie, quand vous parliez du COPIL tout à l'heure dans le fusée de 3 étages, le COPIL il est à quel niveau lui? Il est au niveau de chaque commune. D'accord, au niveau de la musique. La ville de Marseille ayant du coup 3 cités éducatives. D'accord. Très bien.
Alors effectivement, hein, ça permet pour cette fusée à 3 étages d'avoir une bonne supervision et une bonne régulation finalement des relations entre les différentes cités éducatives. Ce que je peux peut-être préciser, parce que c'est une évidence quand on a le nez dedans, mais peut-être pas pour tous ceux qui nous. On a évoqué le côté RH, donc je quitte le côté supra-régional. Jérôme, pardonnez-moi, mais je reviens sur cette question-là. Dans les Bouches-du-Rhône, clairement, il y a quand même affirmé dès le début de s'assurer que la coordination aux différents niveaux allait permettre justement de travailler de la meilleure façon. Il y avait un chef de projet opérationnel pour les 3 cités marseillaises, mais on a vu que ça ne suffisait pas. Donc, il y a eu très récemment le recrutement de ce que nous avons appelé des animateurs territoriaux, donc à nouveau un temps plein sur chacune des cités. L'éducation nationale met un 50% de postes de cordeaux cités éducatives que nous avons recrutés, spécialement pour les cités éducatives. Et par ailleurs, il y a le binôme État que nous formons avec Madame Guédon, qui est chargée de réussite éducative auprès de la préfète à l'égalité des chances pour les Bouches-du-Rhône, et moi-même qui suis donc conseillère technique du recteur. Et je crois que ce n'est pas partout qu'on peut disposer de ce binôme qui est vraiment là pour accompagner, étayer, en quelque sorte ce binôme État et le binôme de l'ombre. Hein. Nous, on est vraiment là pour accompagner les équipes projets territoriales, les questionner lorsque c'est nécessaire pour les mettre en relation avec le COPIL. Merci pour ces précisions, Nathalie. Morgane, de votre côté, est-ce que vous avez constaté un travail qui a pu se faire en intercité éducative, puisque justement vous avez une intervention qui se fait entre les cités, voire entre plusieurs départements ou entre régions. Et du coup, est-ce que vous avez pu susciter des échanges de bonnes pratiques, notamment entre cités éducatives? C'est effectivement un des objectifs de nos interventions, même si il est peut-être parfois encore un tout petit peu tôt pour cela, mais c'est que dans les interventions des centres de ressources, nous avons pu accompagner les cités à divers moments. Alors, pour une bonne part d'entre nous, nous avons accompagné les cités au moment de la labellisation. Donc là, il s'agissait pas tant d'échanges de bonnes pratiques que d'accompagner l'ensemble des acteurs à atteindre le niveau d'exigence attendu, mais aussi à porter une ambition collective, donc en travaillant à la fois en les accompagnant sur le plan méthodologique, mais aussi en facilitant leur bonne compréhension des attendus et de l'ambition du programme, en appelant aussi régulièrement évidemment la coordination nationale à venir dans des temps régionaux, donc sans doute peut-être un peu plus économe aussi en énergie, porter les ambitions de ce programme. Il s'agissait aussi pour nous de créer une culture commune des acteurs, mobiliser à la fois les équipes locales, mais aussi, comme Nathalie pouvait le préciser, lorsque nous avons des acteurs effectivement supraterritoriaux, bon nombre d'entre eux ont pu également participer à ces temps d'échange, leur permettant de s'immerger dans ce programme en même temps que les acteurs locaux. Les centres de ressources ont également pu accompagner les cités sur la question des protocoles d'évaluation, soit par des démarches individualisées, soit par des démarches collectives, visant là aussi à faire de l'ambition de l'évaluation une culture commune partagée par l'ensemble des cités. Et ça n'est pas une mince affaire en France. Nous avons pu également, ou en tout cas c'est en cours, apporter des ressources aussi sur d'autres sujets, notamment certaines problématiques identifiées. Alors actuellement, on parle beaucoup des problématiques de jeunesse, et notamment par exemple des jeunesses parfois violentes. Donc certains centres de ressources déploient des cycles de conférences qui ne s'adressent pas qu'aux cités éducatives, mais qui peuvent être vraiment des temps ressourçants pour les acteurs des cités éducatives qui peuvent se retrouver aux prises avec des jeunesses en difficulté. D'autres s'attachent
approfondir la connaissance des politiques éducatives locales, puisque tous les territoires n'ont pas une même culture partagée sur ces sujets. D'autres encore investissent la question des open badges, ou réfléchissent à la place des parents, avec les parents si possible, en travaillant en intercité ce sujet. Comment fait-on la place, comment réfléchit-on aussi collectivement à ce que signifie la réussite ou l'excellence éducative, en s'affranchissant parfois aussi des simples perceptions, enfin en tout cas des perceptions uniques des professionnels, pour ouvrir le champ des réflexions à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, en particulier en faisant place de famille. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir, chemin faisant, tout au long du programme, proposer à la fois des ressources et des méthodes de travail, si possible collectives, pour parer aux enjeux du programme et aux différents jalons qui sont posés. On n'a pas parlé des revues de projet, mais certains centres de ressources accompagnent aussi les cités sur les revues de projet, mais aussi à aller au-delà, plutôt sur des problématiques transverses, réfléchir ensemble. Cela ne remplace pas les groupes pilotes thématiques qui ont été mis en place, mais ça peut également susciter évidemment des analyses transverses et des retours d'expérience enrichissants au sein d'une région ou en interrégion, évidemment. Merci Morgane pour ces précisions. Contexte aujourd'hui d'une extension du programme des cités éducatives au milieu du gué pour celles qui ont été labellisées en 2019. Il y a un travail qui va être fait d'une part sur l'évaluation des cités éducatives par l'Université de Bordeaux. Comment est-ce que chacune d'entre vous sur vos territoires, vous voyez la perspective de cette extension à 74 nouvelles cités éducatives? Morgane, je vous vois. Vous me voyez noter votre question. Eh bien, écoutez, alors, uniquement de mon propre point de vue de directrice de centre de ressources Hauts-de-France, nous n'étions déjà pas prêts à accueillir 8 nouvelles cités éducatives. Donc voilà, mais nous essayons de faire au mieux pour accompagner les territoires. J'ai la chance, évidemment, comme dans tous les centres de ressources, d'avoir une équipe très très agile, donc on va revoir nos priorités nous aussi. Cela mis à part, je pense qu'il est évidemment intéressant de pouvoir étendre ce programme et cette ambition, puisque bien évidemment tous les jeunes des quartiers méritent cette grande alliance. Néanmoins, il ne faut pas négliger différents aspects, notamment la question des moyens d'ingénierie. Nathalie l'évoquait pour ce qui concerne l'échelon supraterritorial. C'est le cas aussi au local. On sait tous que tous les territoires ne sont pas égaux en moyens d'ingénierie disponibles. Une des ambitions, une des plus-values du programme de la cité éducative, c'est de pouvoir renforcer les moyens de coordination existants. Encore faut-il que ces moyens de coordination existent déjà au préalable. Et cela vaut du côté des collectivités locales, comme du côté des préfectures, par exemple, ou de l'éducation nationale. Donc voilà, dans la région des Hauts-de-France, il y a un département, certains départements sont plutôt bien pourvus en délégués du préfet, dans d'autres, il y a une seule déléguée du préfet, donc ce sont les sous-préfectures qui gèrent. Les moyens sont mis, évidemment, les priorités sont portées par l'ensemble des acteurs, mais au plus il y aura de programmes à mener de front, au plus cela pourrait s'avérer compliqué pour l'ingénierie locale. Et en tant que centre de ressources, nous ne pourrons pas pallier non plus à ce manque d'ingénierie, en tout cas pas à tous les niveaux. L'IREV, c'est une chargée de mission en charge des cités éducatives, en plus de l'animation d'autres réseaux, donc elle ne pourra pas se substituer aux équipes locales.
Voilà, après, je pense qu'il sera intéressant de pouvoir aussi peut-être réinvestir, et c'est sans doute l'objectif, les premiers enseignements issus des 18 premiers mois des cités éducatives dans les nouvelles, et enfin sans doute tirer profit aussi des réflexions qui vont s'ouvrir sur le renouvellement des contrats de ville pour mieux réfléchir à ce que j'évoquais tout à l'heure, à ce que les cités éducatives constituent le volet éducatif des contrats de ville ou de future mobilisation collective, en tout cas au profit des QPV. Voilà. Et en ce sens-là, effectivement, ce sera peut-être facilitant d'avoir une forme de généralisation du programme. Merci. Nathalie, peut-être la solution qui a été exploitée dans les Bouches-du-Rhône avec une organisation de la fameuse fusée, c'est une solution intéressante qui peut-être est un outil et une réponse peut-être à cette extension. Alors, d'abord, je pense qu'on ne peut que se réjouir en première intention de l'extension. Après, oui, vigilance pour le côté RH, et donc je vais y venir, mais vraiment, on ne peut que s'en réjouir. Je voulais d'abord revenir sur ce côté de cité éducative, vraiment profondément modifier nos façons de travailler. Nous nous connaissions, nous travaillons déjà ensemble, mais là, ça va vraiment beaucoup plus loin. Ça a bousculé à l'intérieur de toutes les institutions et même des communes, à chacun le reconnaît, à l'intérieur de chacun d'entre nous, nos organisations, hein, on peu à peu nous sortons les uns et les autres à l'intérieur de nos institutions d'une organisation assez cloisonné, tel service, tel autre service. Voilà, on apprend à travailler ensemble, on apprend à travailler de façon plus élargie avec confiance, ça se décrète. Et une des premières choses qu'on a pu voir, c'est ça, cette montée en confiance aussi. Chacun d'entre nous, le gagnant de l'autre. Et je crois vraiment que c'est un point positif à souligner, qui n'était pas forcément à ce point-là. Partageant l'objectif commun de travailler pour les enfants, les jeunes, leurs familles, on n'avait pas forcément envisagé ça. Donc, je pense que de façon globale, notre pays a y gagné vraiment. Pour revenir à ta question un petit peu plus précise, oui, je pense que l'organisation que nous avons trouvée dans le département du Bouches-du-Rhône est vraiment bien sûr, elle est perfectible, hein, mais à observer de près. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux en département. Hein. Il y a dans les Bouches-du-Rhône une préfecture pour l'égalité des chances. Ce n'est pas le cas partout. Il y a une chargée de mission réussite éducative préfecture, ce n'est pas le cas partout. Et le poste que j'occupe, moi, de conseillère technique du recteur, n'existe pas partout non plus. Donc, ça, il faut l'envisager, mais le regarder avec intérêt. Après, nous avons sans doute à peaufiner encore l'organisation entre le départemental et le régional pour gagner en force, en transversalité sur toutes les questions transverses que vous avez évoquées, Jérôme, Morgane, et le droit commun également. Voilà. Suzy, est-ce que vous voulez ajouter des choses pour le niveau national sur ce sujet de l'extension du programme? Eh bien, que ça va être un sacré passage quand même à 74, la nouvelle cité éducative. Donc, comme annoncé, là, je vais peut-être juste préciser, mais donc la ministre de la Ville, notamment dans son intervention introductive du printemps des cités, donc a annoncé qu'un appel à manifestation d'intérêt allait être lancé pour 74 nouvelles cités éducatives. Donc, avec cet objectif qui avait été posé par le Premier ministre Jean Castex lors du Conseil du Comité interministériel des villes du 29 janvier, d'atteindre 200 cités éducatives en 2022. Donc, on est quand même passé très rapidement de 80 à 200 au final. Enfin, en tout cas, nous, au niveau de l'équipe de l'opérateur, la NCP qui gère ça, voilà, c'est aussi quelque chose d'important. C'est quasiment une industrialisation en fait du programme. Donc, ça nécessite en fait aussi nous fondamentalement de réfléchir à comment on va accompagner ces territoires au national, parce qu'on ne pourra pas faire la même chose. Les 80 premières, il y avait une démarche qui était réellement expérimentale. En plus, on va dire, on était dans l'expérimentation pure au moment où ça a été lancé sur les 80 premières. Avec les 46, on est déjà à asseoir quelque chose de différent dans le pilotage, dans ce qu'on souhaitait mettre en œuvre. Voilà, avec ce recul qu'on pouvait avoir des 80 premières. Là, se dire qu'on passe à 200, plus cette question des contrats de ville en face qui va être questionnée l'année prochaine, c'est beaucoup en fait c'est beaucoup de, comment dire,
de questionnement pour tout le monde au final en fait. Donc c'est à la fois très enthousiasmant parce que enfin voilà la motivation qu'on rencontre sur les territoires, ce qu'on voit aussi dans cette table ronde, enfin des échanges, c'est super. Enfin je veux dire autant le dire, on peut utiliser ce type de mots aussi. Voilà, il y a une action qui se fait tous ensemble. Il y a une vraie communauté qui se crée. Et donc on peut espérer l'année prochaine vraiment passer à un cap très particulier avec ces 200. Mais on n'accompagne pas 80 cités comme on en accompagne 200. Donc y compris pour nous en fait au national, tout comme sur les territoires, les questions vont se poser déjà de ces différents degrés d'accompagnement. Pour nous, elle va se poser également parce qu'il y a besoin quand même d'accompagner ces territoires. Voilà, l'idée reste quand même que le territoire se saisisse de la cité éducative, qui crée sa cité éducative qui va être adaptée à ses acteurs. Mais en même temps, ça nécessite quand même de l'accompagner. On peut pas le laisser non plus, voilà, entre guillemets, sur son territoire, voilà, sans avoir un retour du national. Voilà. Mais tout ça, c'est très, très enthousiasmant. Merci Suzy. Moi, je vois quand même cette idée d'un nouveau modèle pour un pilotage des territoires à travers les cités éducatives qui ont quand même montré leur plus-value, notamment au moment de la crise sanitaire. C'est peut-être aussi une nouvelle façon de voir le pilotage de l'éducation prioritaire au niveau éducation nationale, avec une articulation beaucoup plus forte dès la formulation du projet et des actions entre les différents partenaires, notamment dans le COPIL, ce qu'on appelle le COPIL dans les REP+. Est-ce que Morgane et Nathalie, vous avez vu ce changement de paradigme dans le pilotage des territoires, avec parfois peut-être des simplifications dans les instances, dans les réunions qui se sont tenues, puisque parfois il y a eu un effet millefeuille qui est apparu sur certains territoires. Nathalie, puisque vous expérimentez à Aix-Marseille des réseaux, enfin c'est plus qu'une expérimentation désormais, c'est une organisation territoriale. Vous êtes une organisation en réseau académique. C'est l'instance des cités éducatives et des réseaux écoles-établissements. Est-ce qu'il y a eu des articulations entre ces deux niveaux territoriaux? Alors pardon, désolée, j'ai été déconnectée, j'ai peiné à me reconnecter, donc j'ai perdu un petit bout de vos échanges. Je pense par contre réussir à recoller les morceaux en vous écoutant, Jérôme. Alors effectivement, dans l'académie d'Aix-Marseille, vous le soulignez, une organisation particulière qui a été voulue, mise en place, organisée par monsieur le recteur Beignet, qui est un réseau académique, donc qui regroupe, Jérôme, vous connaissez ça très bien aussi, donc vous n'hésitez pas à me compléter, qui regroupe donc plusieurs établissements du premier degré, du second degré, qui était de muter, de travailler ensemble et d'ouvrir le champ des possibles dans le parcours des élèves. Alors, plutôt au départ sans doute sur le plan scolaire, mais on sait bien qu'il faut en sortir aussi. Donc, il y avait là un terreau assez favorable en termes d'esprit au sein de l'éducation nationale pour travailler dans ce sens-là. Nous n'avons pas suffisamment avancé, à mon sens, sur une simplification des différents instances qui sont prévues purement éducation nationale, mais c'est en chemin. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu des simplifications s'opérer ou des réorganisations s'opérer. Je pense par exemple à des conseils écoles-collèges de cités éducatives, par exemple, ou de réseaux, une articulation. Ça s'est fait sur certains départements en Île-de-France, à Paris ou dans l'Essonne, je crois. Donc une réorganisation du tissu de l'éducation prioritaire, ou en tout cas un travail plus en partenariat avec les différentes institutions. Alors effectivement, les retours que nous avons seront peut-être pas aussi précis que vous pouviez l'attendre, Jérôme, mais effectivement, les premiers retours positifs des territoires en cité, si ça ne va pas encore jusqu'à la simplification des réunions et des instances, en tout cas, il y a une vraie plus-value pour le travail partenarial. Et donc,
j'ai comme Nathalie, la simplification est en chemin, est en construction, est en réflexion sur bon nombre de territoires pour effectivement ajuster les nouveaux modes de faire à ces nouvelles habitudes de travail. Beaucoup de retours positifs, par exemple sur l'interdegré, etc. Mais voilà, les choses restent encore à consolider dans la transformation des instances de coordination ou dans leur simplification en tout cas. Il n'y a que 18 mois pour les premières cités éducatives avec une grosse crise sanitaire quand même qui impacte beaucoup aussi je dirais le fait d'entériner de nouveaux modes de faire. Mais on voit bien que chacun expérimente et pas à pas, on progresse effectivement vers une simplification des instances et en tout cas une meilleure coordination, puisqu'il ne s'agit pas seulement de simplifier, mais plutôt de renforcer les coordinations, quelles qu'en soient les modalités. Et en tout cas, la dette éducative a été suffisamment reconnue comme positive pour que la démarche soit généralisée à Versailles, où on voit que la couverture est suffisamment importante pour que beaucoup de territoires soient des cités éducatives ou des territoires accompagnés, c'est-à-dire des territoires qui fonctionnent de la même façon qu'une cité éducative, avec un soutien par la coordination régionale et puis un accompagnement particulier par les DAZEN et les préfets. C'est vraiment cet intérêt de cette généralisation qui met en évidence un nouveau modèle. Alors Nathalie, tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évoqué, hein, c'est un modèle qui se focalise et qui se centre sur du partenariat interinstitutionnel qui se fondent du coup sur des projets ambitieux avec un diagnostic global. C'est cette démarche-là, je crois, qu'on a vu émerger sur le terrain, avec du coup aussi un compagnonnage des équipes qui est par l'institution, mais qui ne se fait pas de façon verticale. Nathalie, est-ce que c'est en ce sens que vous avez évoqué Oui, merci Jérôme. Vous l'avez effectivement retraduit d'une intéressante manière. C'est un peu comme ça, quand je disais, on est un peu l'étayage de l'ombre, c'est un petit peu ça. Donc c'est un compagnonnage effectivement, parce que notre vision transversale à notre binôme État de plusieurs cités éducatives de part, plus des échanges au national, fait que un peu plus que les équipes projets territoriales, on peut avoir cette vision d'en haut qui nous permet de les accompagner, de les questionner. J'allais même pas dire de les conseiller. Alors parfois ils nous demandent conseil, mais c'est pas notre position à nous. C'est plutôt de questionner pour ça, c'est le côté pédagogue de ma fonction qui ressort. Je pose une question pour aider à avancer. Voilà. Et dès lors, on pourra peut-être aborder un dernier point qui sera celui de l'évaluation de façon générale, mais je le distinguerai peut-être de la régulation, c'est-à-dire que le rôle de la coordination départementale ou régionale, elle est beaucoup dans une régulation des organisations du terrain, plutôt qu'une évaluation avec un contrôle de conformité. J'emploie des mots un peu inspecteurs, mais qui ne sont plus du coup dans l'ordre des choses. Oui, Morgane, vous le disiez tout à l'heure, peut-être voulez-vous en redire un mot. Nous avons en France, alors c'est sans doute pas le seul pays, mais nous avons en France évaluation qui tente à nous permettre. Alors, on a un petit peu coupé sur Nathalie. Si, je vais peut-être traduire l'esprit de la réponse de Nathalie, parce qu'on en avait déjà parlé probablement, et puis elle me complétera. Puis Morgane, je vais vous passer la parole aussi, mais je voulais faire la distinction entre une évaluation externe qui permet de regarder la plus-value à partir d'indicateurs et donc d'un dispositif, que ce soit les sites éducatifs ou autre chose, et une évaluation régulation qui se fait au fil de l'eau, qui travaille sur des choses plus fines et qui tend à maintenir un programme dans le cap qu'il s'est fixé.
afin que les choses fonctionnent correctement. Morgane, comment vous voyez les choses de votre côté sur ce sujet de la régulation des projets? Alors, petite précision, les centres de ressources n'interviennent pas dans la régulation, parce qu'effectivement notre approche n'est justement pas d'intervenir dans la coordination institutionnelle, mais plutôt d'animer les réseaux d'acteurs auxquels contribuent les institutions. Voilà, je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. C'est finalement en proposant des espaces neutres dans lesquels peuvent se retrouver ensemble les différents acteurs des cités éducatives et les institutions que nous pensons pouvoir faire progresser aussi la mise en œuvre du programme et le regard collectif que l'on pourra porter évaluatif sur le programme des cités éducatives. Donc il y a pour nous deux rôles importants, évidemment, ce rôle de coordination institutionnelle et de régulation que vous évoquiez, Jérôme, qui est évidemment nécessaire et qui est un point d'appui aux espaces de travail et de réflexion collective que les centres de ressources peuvent proposer. Les deux sont nécessaires, et dans ces espaces neutres, effectivement, alors, quelle que soit leur échelle, notre ambition, c'est aussi de pouvoir poser des éléments d'analyse collective, des éléments d'objectivation de ce que l'on aura réussi ou de ce que l'on n'aura pas réussi dans le cadre des cités éducatives, pour continuer de progresser ensemble, et dans la perspective de la généralisation, ou en tout cas de l'augmentation du nombre des cités, bien évidemment c'est aussi un des points auxquels on va s'attacher. Par exemple, il y a 2 mois, nous organisions une rencontre avec nos 13 cités éducatives en Hauts-de-France déjà labellisées, et nous avons souhaité qu'ils formulent aussi quelques conseils aux 8 cités en cours de labellisation qui est en train de répondre à leur premier dossier. Évidemment, ces conseils ne sont pas à suivre au pied de la lettre et ne sont qu'un premier élément, une première pierre à une évaluation, mais c'est toujours intéressant que ce soit aussi formulé par les pairs. Et dans les travaux que certains centres de ressources ont pu initier également, l'approche de groupe de pairs commence à faire des effets, à produire des effets, y compris en tirant des enseignements sur la question des pratiques professionnelles et des postures professionnelles, ce qui est à mon sens un gage de pérennité qui pourrait être inscrit également dans les enseignements des cités éducatives. Merci Morgane. Donc on a un problème de connexion pour Nathalie Le Guignou qui a du mal à se reconnecter. Je la vois. Ça y est. Bon. Oui, je sais pas, des moments c'est instable, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Du coup, où en étiez-vous? J'ai un peu perdu le fil dans mon échange avec le technicien. J'ai envie d'essayer de traduire ce que j'avais voulu dire en vous passant la parole, avec la distinction entre l'évaluation et la régulation, en disant qu'il y avait un travail sur une évaluation à partir d'indicateurs qui est externe, et puis peut-être une régulation sur le terrain qui aide les équipes à garder le cap. Oui, c'est ça. Il y a d'une part cette régulation à tous les niveaux, mais pourquoi pas aussi, c'est ce qu'on va essayer de faire sur nos cités éducatives, malgré tout, se doter soi-même d'une observation de notre gouvernance à tous les niveaux, afin de progresser collectivement. Mais pour ça, il fallait aussi se donner le temps de la confiance les uns avec les autres pour oser se donner à voir dans nos fonctionnements. Quand on est très positif et confiant, on y arrive très bien, donc on a bon espoir. Merci Nathalie. Suzy, peut-être un dernier mot sur cette question de l'évaluation et puis les démarches qui sont menées au niveau national. Oui, alors en particulier sur les enjeux de la gouvernance, et donc ça va rejoindre. L'évaluation de l'essai éducative, elle se découpe en plusieurs morceaux en fait. Il y a bien sûr les évaluations qu'on va dire qui sont au niveau local, mais au niveau national, on a aussi une observation bien sûr un regard sur ce qui se passe. Et on a une évaluation en particulier qui est menée par l'Université de Bordeaux, par un laboratoire de sociologie de l'Université de Bordeaux, qui va faire des monographies sur 8 cités éducatives en fait, dont notamment les cités éducatives de Marseille, avec tout l'intérêt de ces enjeux de coordination.
particulier, et également un travail en fait de cartographie des acteurs. Donc c'est vrai que c'est quand même en fait l'enjeu fondamental de la cité éducative, bien sûr qu'on agit sur le terrain auprès des enfants, des jeunes, les acteurs sont présents, mais en fait l'enjeu fondamental de la cité éducative, c'est cet enjeu d'articulation, de coordination, de coopération et de gouvernance. Donc c'est vraiment pour nous le nœud sur lequel on a besoin de faire un gros zoom pour voir ce qui se passe sur les territoires, pour comprendre ce qui se passe, pour en ressortir, on va dire, l'essence qui fait tout l'intérêt des cités éducatives, de façon notamment à en faire bénéficier aussi d'autres territoires. Là-dessus, c'est vrai que voilà, l'enjeu de la gouvernance là-dessus est vraiment particulier et mérite une étude très approfondie. On va donc mener, en plus de plusieurs autres études qui sont plus thématisées, mais je tenais à attirer l'attention sur celle-ci qui est très particulière. Et donc voilà, donc on aura 8 belles monographies sur les territoires de cités éducatives et également un regard sur l'ensemble des 80 premières aussi. L'étude a été lancée là au début d'année. Par ailleurs, je me permets puisque j'ai la parole, de faire un petit décrochage sur le chat. Donc, je me permets une petite remarque qu'avait remontée Madame Nathalie Yayaten au moment où on parlait notamment des enjeux du réseau d'éducation prioritaire et le fait que sur ligne, notamment dans les exemples, il y avait des créneaux de concertation REP+, qui étaient communs aux 3 REP, communs aux 3 REP+, et 2 circonscriptions. En fait, voilà, donc qu'il y avait un stand de retour aussi, voilà, je voulais partager un petit peu. Et puis Monsieur Patrick Martins qui s'interrogeait sur notamment la place des porteurs de projets du monde associatif dans les cités éducatives. Alors là, on sort un petit peu du sujet des enjeux d'articulation, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. La question, voilà, c'est le fait que les associations ont du mal à trouver des interlocuteurs dans les cités éducatives parfois pour savoir à qui s'adresser pour porter leur projet. Donc je résume la question, et la question c'est comment on donne de la visibilité aussi à ça. Et je pense que ça peut être intéressant peut-être, Nathalie, si vous êtes avec nous, de parler de Marseille et de l'appel à projet, notamment voilà, qui vise à donner plus de visibilité. Je sais pas si vous êtes avec nous. Il y a un petit doute. J'ai l'impression que l'image est figée à nouveau. Donc voilà, donc bon, je vais dans ces cas-là faire une partie de la réponse. Donc sur Marseille notamment, par exemple, il y a un appel à projet en fait qui est mené au niveau des collectivités, donc ce qui fait que ça permet en fait d'ouvrir assez largement, en gros, notamment les financements dédiés à la cité éducative, à des porteurs de projets, y compris associatifs, qui ne seraient pas habituellement forcément identifiés par les partenaires éducatifs petits de la ville. Et par ailleurs, c'est un sujet qu'on trouve beaucoup en fait, qui aussi dépend de la complexité des gouvernances des cités éducatives. On a beaucoup parlé du fait que la cité éducative était une démarche expérimentale, notamment pour les 80 premières, ce qui veut dire qu'on leur a laissé une large marge de manœuvre pour s'organiser. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas toujours en fonction des territoires les mêmes personnes qui ont pris le lead. Alors, quand je dis les mêmes personnes, je veux dire les institutions. On a cette base de la troïka, quoi qu'il arrive, une préfecture de département, un principal chef de file avec les services de rectorat derrière et une collectivité porteuse. Et en fonction des territoires, en fait, de l'identité de celui-ci, on a toujours un acteur qui, bien sûr, va être plus porteur qu'un autre. La troïka, quoi qu'il arrive, existe, mais c'est vrai qu'on a sur certains territoires un acteur ou un autre qui va, au final, prendre plus le lead que les autres. Et donc, ça crée une complexité, notamment pour les partenaires associatifs, parce qu'en fait, on se fait le reflet du territoire, mais en même temps, ça fait qu'on peut pas juste dire adressez-vous à la collectivité ou adressez-vous à la préfecture quand vous êtes une association, parce que ça dépend du territoire, en fait. Les territoires sur lesquels c'est vraiment la collectivité qui va porter l'affichage, on va dire, de la cité éducative. Il y en a d'autres, la préfecture va le partager avec parfois le principal, etc. C'est ce qui fait la richesse, hein. Il faut l'avoir en tête quand même du dispositif, mais qui en fait sa grande complexité, en particulier pour les partenaires parfois qui souhaitent intégrer. Et on en a conscience. Donc on essaye de travailler sur ça. Nous en particulier au national, c'est vraiment une réflexion qu'on se pose, comment on intègre les partenaires associatifs, y compris nationaux, les grands réseaux, voilà, sans que cela devienne une injonction à travailler avec eux, parce que l'objectif c'est que le territoire choisisse les acteurs les plus adaptés. Donc il y a un vrai sujet effectivement sur ça, et également nous au niveau national de positionnement de comment voilà on crée du lien dans le bon sens sans qu'on arrive dans l'injonction par exemple, ce qui serait quand même vraiment pour le coup je pense un peu regrettable si on parle voilà de permettre aux acteurs de s'organiser sur leur territoire. Mais en Île-de-France, on a donné la parole aux associations sur une sorte de forum un petit peu sur le modèle du printemps des cités éducatives, en fait en leur laissant présenter leur démarche, et du coup c'est plutôt les pilotes aller vers certaines associations qui étaient financées, qui pouvaient donner un coup de main sur certains sujets. Donc ça peut être voilà, c'est une autre démarche en fait proposée.
Oui, tout à fait. Et en tout cas, on retient à travers la grande diversité des organisations territoriales et des propositions de coordination, il y a quand même un travail sur la démarche de pilotage territorial qui est intéressant parce que elle renouvelle les pratiques professionnelles, elle renouvelle les regards sur l'interinstitutionnel et l'interministériel. Elle permet aussi d'investir des problématiques interstitielles, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire les éléments qui permettent justement de travailler au carrefour du scolaire et de l'extrascolaire, comme devoir fait notamment, mais aussi l'insertion ou l'insertion professionnelle, le décrochage. Et c'est autant de bénéfices pour le pilotage de l'éducation prioritaire. Je vais laisser peut-être Morgane, vous voulez dire un petit mot de conclusion? Nathalie, je ne sais pas si vous êtes en ligne. En dernier mot, ce que j'ai peut-être oublié, c'est évidemment que dans la mobilisation des centres de ressources politiques de la ville, nous nous attachons aussi à croiser nos expériences en matière d'accompagnement des cités éducatives, donc au sein même d'un groupe de travail, et nous nous attacherons aussi, avec le soutien de la NCT, à produire un certain nombre d'analyses, de retours d'expérience, mais aussi d'analyses transverses au fil des avancées du programme et de nos observations. Donc, ce sont autant de sujets, en tout cas, qui animent et qui occupent les centres de ressources, sur lesquels nous resterons tous attentifs, avec des productions collectives au titre du réseau qui s'ajouteront aux productions individuelles de chaque centre. Et merci en tout cas de m'avoir laissé intervenir aujourd'hui. Merci à toutes les deux, Nathalie et Morgane. Alors, Nathalie est déconnectée, je crois. Et bien, Suzy, je pense qu'on a fait le tour de nos questions et puis le temps qui nous est imparti, voilà, s'est écoulé, je crois. Merci à toutes et à tous. Oui, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, il y aura le replay disponible sur la plateforme des cités. Et on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.